Bonjour messieurs, la table ronde va commencer dans quelques instants. Si vous pouviez allumer vos caméras, s'il vous plaît. Bien. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'introduire notre table ronde consacrée à un instrument juridique original et encore relativement méconnu, introduit dans notre droit par la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016, les obligations réelles environnementales. Nos échanges de ce matin ont vocation à établir un bilan de ce dispositif et tracer des perspectives pour favoriser le déploiement d'un mécanisme intéressant à plus d'un titre pour la préservation de la biodiversité. Je remercie notre collègue Michael Weber d'avoir proposé au bureau de la Commission d'enrichir l'expertise de notre Commission avec ce sujet. Cela démontre ainsi notre capacité à embrasser le vaste domaine des instruments juridiques favorisant le développement durable. Pour mémoire, cette loi qui date de 2016 avait été examinée au fond par notre Commission et rapportée par notre ancien collègue Jérôme Bignon, sénateur de la Somme. Commençons par rappeler en quoi consiste cet instrument juridique qui prend la forme d'un contrat par lequel le propriétaire d'un bien immobilier prend volontairement à sa charge, ainsi qu'à celle des propriétaires successifs, des obligations actives ou passives à finalité écologique. Finalité librement définie au profit d'une personne morale ou d'une personne publique ou privée. Il s'agit donc d'un mécanisme qui s'apparente à une servitude contractuelle. Les propriétaires définissent ainsi les obligations réelles que bon leur semble, dès lors qu'elles ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Ce mécanisme est volontaire. La création des obligations réelles environnementales est conditionnée à l'accord préalable et écrit du preneur, conformément au principe de liberté contractuelle des propriétaires. Le champ des obligations possibles est large, recouvrant aussi bien des obligations négatives, de ne pas faire, maintenir ou conserver, que des obligations positives, de faire, gérer ou restaurer. Les contreparties aux obligations créées sont définies par l'accord des volontés des parties prenantes dans le cadre de la logique contractuelle. Elles peuvent prendre des formes diverses, versement pécuniaire, aide administrative ou exonération fiscale. Cet instrument d'une grande souplesse et d'adaptabilité présente de multiples avantages pour répondre aux défis multifactoriels d'une préservation efficace de l'environnement. Ce mécanisme défini à l'article L. 132-3 du Code de l'environnement a été modifié une seule fois lors de l'examen de la loi dite 3DS, pour préciser que la durée du contrat ne peut excéder 99 ans, en cohérence avec le principe de prohibition des engagements perpétuels. Les ORE mettent en œuvre une approche novatrice en droit de l'environnement, du moins si on l'analyse dans le cadre de notre tradition juridique. Au lieu de s'articuler autour d'une logistique descendante, caractéristique du droit public à l'environnement, l'ORE repose au contraire sur une démarche ascendante et négociée tout à fait intéressante, où les propriétaires, au lieu d'être la cible, deviennent co-acteurs de la norme écologique s'appliquant à eux. Une autre puissante originalité est constituée par le fait que l'ORE fait office d'instrument de long terme pour promouvoir la maîtrise du foncier. Elle lie en effet des personnes, mais en considération d'un bien immobilier, siège des obligations qui se prolongent automatiquement à travers ces différentes mutations de propriété. Il s'agit là d'un gage de pérennité des engagements. Ces effets ne dépendent pas de celui qui l'a souscrite, mais de celui qui la maîtrise bien. Ce mécanique n'est pas sans précédent à l'étranger. Je pense notamment aux servitudes de conservation en droit anglo-saxon, pratiquées notamment aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Ils prennent généralement forme de programmes d'action, actions soutenues fiscalement, encourageant les propriétaires à céder volontairement une partie de leurs prérogatives à un organisme de conservation
dans le but de préserver les qualités écologiques de leurs fonds. Pour explorer ces particularités juridiques et esquisser un bilan qualitatif et un bilan quantitatif du déploiement des ORE, près de 10 ans après leur introduction dans notre droit, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Servac, maire de Jord d'Ordogne, qui a signé une ORE de 99 ans pour reboiser une parcelle communale de 6 hectares. Gilles Martin, professeur émérite des universités en droit privé, inspirateur intellectuel de ce mécanisme. Philippe Rogier, sous-directeur de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres au ministère de la Transition écologique, et Vanessa Curugi, chargée de mission ORE à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Avant de céder la parole aux intervenants pour un propos liminaire n'excédant pas 5 minutes chacun, j'insiste sur ce point, car il faut laisser le temps nécessaire aux échanges avec les sénateurs de la Commission. Je vous propose une première série d'interrogations pour amorcer les débats et poser le cadre de nos réflexions de ce matin. En premier lieu, j'aimerais connaître le nombre d'ORE actuellement signées et celles en cours d'élaboration, car il est malaisé de trouver des statistiques fiables sur le sujet. L'absence de mécanisme de suivi fin et régulier de la signature de ces contrats rend complexe la possibilité d'une vision nationale du déploiement et des effets des ORE. Dans le rapport remis au Parlement avec 3 ans de retard sur le bilan du mécanisme, on dénombrait au 31 décembre 2019 on en dénombrait seulement une vingtaine. Entrée en vigueur pour une durée moyenne de 65 ans s'agissant des ORE patrimoniales et d'environ 40 ans pour les ORE mises en œuvre dans le cadre de la compensation des atteintes à la biodiversité. Ce chiffre doit avoir largement progressé aussi, aimerions-nous connaître dans quelle proportion. Ce dispositif a connu un démarrage très modeste, pour ne pas dire quasi confidentiel, faute de publicité suffisante, de relais administratifs et de politiques adéquates. Il semblerait cependant que son déploiement est beaucoup plus dynamique ces dernières années. Combien en dénombre-t-on? Pour quelle durée moyenne? Quelle est la nature des obligations instaurées? Disposez-vous d'une typologie des porteurs de projets et des finalités associées? Combien de temps a été nécessaire à leur mise en œuvre? Assiste-t-on à des phénomènes de concertation géographique des ORE signées? Ces données chiffrées sont indispensables pour évaluer concrètement les effets de cette réforme juridique. En outre, j'aimerais vous interroger sur l'accompagnement que mettent en œuvre les services déconcentrés, le rôle que jouent les notaires et celui des associations engagées pour la protection de l'environnement en appui au projet. Existe-t-il actuellement des réflexions au niveau du ministère pour renforcer leur visibilité et leur attractivité? Quels sont les principaux bénéfices induits pour cette contractualisation pour la biodiversité et l'engagement citoyen? Quelles sont les difficultés qui pourraient être surmontées pour inciter davantage de porteurs de projets et de propriétaires à contractualiser dans ce cadre? En matière fiscale notamment, quels leviers pourraient être actionnés pour constituer le coup de pouce incitant les propriétaires hésitant à franchir le cap? Avant de céder la place aux échanges, j'ai le plaisir de vous informer que j'avais demandé aux services compétents du Sénat de conduire une étude de législation comparée sur les outils juridiques de protection des terres privées qui sera publiée à la suite de cette audition afin de permettre à ceux qui le souhaitent d'approfondir cette réflexion. Je vous remercie aux intervenants de votre présence et aussi aux intervenants en visio et je vous donne la parole pour un exposé de 5 minutes. On va commencer par les dames. Allez-y. Et puis après, je donnerai la parole à Michael Weber. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, pour ces propos introductifs et merci, Monsieur le Sénateur Weber, pour l'organisation de cette table ronde. Donc, Vanessa Curugi, je travaille à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur les ORE, donc je vais vous présenter en quelques mots le réseau des conservatoires d'espaces naturels pour que vous compreniez le rôle qu'il a dans le déploiement des ORE. Les conservatoires d'espaces naturels, c'est 24 associations déployées sur le territoire national avec des antennes régionales et ou départementales. Ça représente une action de gestion
des espaces naturels dans environ une commune sur 7 en France. Alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais plusieurs centaines de milliers d'hectares d'espaces naturels qui sont gérés par les conservatoires d'espaces naturels. Donc soit en propriété, en maîtrise foncière, propriété, bail emphytéotique, soit par des conventions diverses et variées qui permettent aux conservatoires d'accéder au foncier naturel. Et parmi ces conventions qui sont signées par les conservatoires d'espaces naturels, il y a bien sûr les ORE. Donc, les ORE ont été identifiés dès le départ par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels et le réseau comme un outil qu'il fallait venir appuyer pour permettre son déploiement. Comme le disait Monsieur le Président, au début, le déploiement a été assez modeste parce que le texte de loi permet une très grande liberté contractuelle. Donc il a fallu appuyer ce déploiement. Et donc un poste a été créé quasiment dans la foulée de l'adoption de la loi biodiversité de 2016. Et ça a permis notamment de créer une trame de contrat ORE qui est très largement diffusée auprès des partenaires privés, publics. Cette trame, elle avait été soumise à la sagacité de Monsieur Gilles Martin, qui est là présent, aussi au notariat, et elle évolue tous les ans, tous les 2 ans, pour essayer d'intégrer les retours d'expérience de terrain. Donc ça, c'est un outil qui a été, je crois, assez fondamental pour permettre aux parties prenantes, aux parties intéressées de conclure des ORE. Il y a tout un pan aussi de pédagogie et de communication sur l'outil et d'accompagnement des partenaires. Et donc, par exemple, les parcs naturels régionaux sont très concernés, d'autres associations de protection de l'environnement, des propriétaires particuliers, des collectivités publiques diverses et variées. Avec ce point focal d'essayer de propager au maximum la conclusion d'ORE de qualité, évidemment, parce que c'est aussi un enjeu majeur dans le déploiement de l'outil. Je pense que je vous remercie. C'est quelques mots introductifs. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, bien sûr, je serai ravie d'y répondre un peu plus tard. Monsieur Rogier, je vous cède la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs. Donc je travaille au ministère de la Transition écologique dans une sous-direction donc qui a en charge la protection des espaces et des espèces pour aller présenter de manière très synthétique. Donc cette sous-direction a en particulier en charge les différents outils de protection des espaces, et les ORE sont un outil, comme vous l'avez expliqué Monsieur le Président, qui est volontaire, donc sur une base volontaire, contractuelle, qui est caractérisé par une grande souplesse et qui repose sur la seule volonté des acteurs. Donc il permet à tout propriétaire d'un bien immobilier de mettre en place, s'il le souhaite, une protection environnementale attachée à son bien pendant une longue durée. Et donc ça lui permet finalement cet engagement permet de ne pas être tributaire d'éventuels changements de propriétaire. Donc c'est un outil qui est souple, qui est intéressant et qui ne mobilise pas de crédit de l'État, ce qui est appréciable, et qui ne mobilise pas non plus l'instruction des services déconcentrés, puisque c'est ou centraux, mais puisque c'est une relation contractuelle entre le propriétaire et un co-contractant. Il nous paraît que les ORE sont en plus un levier important de mobilisation citoyenne en faveur de la protection de la biodiversité. Vous avez évoqué les différentes incitations qui existent. Alors, il y a celle qui existe, c'est l'absence de frais d'enregistrement
au moment de la signature du contrat. Et puis, il y a des exonérations qui sont à la disposition des communes et des intercommunalités. Donc, ce sont les collectivités qui décident. Donc, exonération de taxes foncières sur les propriétés non bâties. Donc, pour les communes, à notre connaissance, il y a 11 communes qui ont délibéré en ce sens. Et pour les intercommunalités, à notre connaissance, c'est un outil qui n'a pas été mobilisé, enfin une incitation qui n'a pas été mobilisée. Alors, vous souhaitez avoir des chiffres sur l'avancement des ORE. Malheureusement, on n'a pas des données très précises et un dispositif de suivi qui soit en place. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les contrats d'ORE ont été signés dans toutes les régions métropolitaines et dans au moins 2 régions d'outre-mer, donc ce qui témoigne d'un déploiement sur une grande partie du territoire. Donc on n'a pas de chiffre total. Une estimation qu'on peut donner, c'est que sur les ORE patrimoniales, on en a environ 200. Et sur les ORE signés dans le cadre d'une compensation environnementale, plusieurs centaines. Alors, c'était une faiblesse du dispositif à l'origine. On a essayé de l'améliorer en travaillant donc avec Bercy. Et la DGFiP donc, a passé des consignes afin que les contrats ORE soient recensés lors de l'enregistrement des contrats au service de la publicité foncière. Donc les éléments recensés par la DGFiP font état de plus d'une centaine d'ORE enregistrés entre juillet 2022 et septembre 2024. La durée moyenne est de plus de 60 ans pour les ORE patrimoniales et plus proche de 30 ans pour les ORE signés dans le cadre de la compensation. Et on pense malgré tout que ce sont les chiffres que je vous ai indiqués sont sous-estimés du fait des difficultés lors de la saisie. Donc on en a évoqué ce sujet. La DGFiP a tout récemment passé de nouvelles consignes pour améliorer encore cette prise en compte des ORE. S'agissant de la mobilisation des services de l'État, au niveau national, nous avons publié un guide donc, qui est accessible sur le site internet du ministère qui comprend différentes fiches de synthèse sur l'obligation réelle environnementale établie avec le CEREMA. Et puis il s'agit donc c'est un outil aussi pour les services déconcentrés du ministère. Qui leur permet d'intervenir, d'avoir connaissance du dispositif. Comme je l'indiquais, il n'y a pas d'instruction par les services déconcentrés de l'État des contrats d'ORE. En revanche, c'est un outil dont ils peuvent faire la publicité, notamment quand on a des projets qui doivent faire l'objet de mesures compensatoires, de mesures de compensation environnementale. Donc c'est un outil qui permet pour les maîtres d'ouvrage de mettre en place des mesures de compensation sans avoir à acquérir les terrains, ce qui peut présenter un intérêt pour eux également. Voilà, merci de votre attention. Merci. Donc en visio, je vais donner la parole à Gilles Martin, professeur émérite, et puis je laisserai conclure ces propos liminaires par Monsieur le maire de Jorre, Philippe de Severac. Monsieur Martin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie d'abord d'avoir rappelé mon attachement tout particulier à cet outil que j'ai effectivement contribué à faire entrer dans notre droit, puisque j'avais remis un rapport en 2008 et puis proposé un texte en 2013 qui a été ensuite adopté par le Parlement. Alors 3 points très rapidement sur le passé, le présent et l'avenir, si vous le permettez, pour répondre à vos questions. Sur le passé, les mauvaises performances de l'ORE entre 2016 et la fin de l'année 2020 sont dues, selon moi, à plusieurs causes. D'abord, l'absence totale de portage politique. Je vous mets au défi de trouver la déclaration d'un secrétaire d'État ou d'un ministre chargé de l'écologie évoquant cet instrument.
l'absence quasi totale de portage administratif, je pourrais développer en répondant à des questions, l'absence très grande d'informations, et cela malgré le travail considérable qu'a fait la Fédération des conservatoires d'espaces naturels qu'évoquait Mme Kurudji, travail vraiment remarquable, mais malgré ce travail, et au début en tout cas, absence d'informations suffisantes des personnes qui auraient pu favoriser le développement de cet outil, et notamment information des élus locaux, mais aussi des parcs naturels régionaux, des parcs nationaux pour leur aire d'adhésion, et ce, bien que l'OFB, par exemple, soit la tête de réseau des parcs nationaux et soit lié à eux par des conventions, il n'y a aucune information qui a circulé en direction des parcs nationaux. Également, une autre cause, plusieurs résistances corporatistes et à un moindre degré académique, mais je pourrais là aussi développer si vous le souhaitez. Et puis, enfin, je dirais l'absence de culture contractuelle de notre administration et de nos ONG qui ont été élevées, si je puis dire, dans une culture réglementaire de la règle qui tombe d'en haut et non pas de la règle qui naît du terrain. Et puis, vous l'avez évoqué, l'engagement insuffisant de la profession notariale qui a été très allante au début et puis qui a ralenti ses efforts de formation et d'information devant sans doute le peu de succès de l'outil dans les premières années. Voilà pour le passé. Le présent, c'est le développement, vous l'avez signalé également, des ORE, qui est tout à fait remarquable depuis 2021 et qui n'a fait que croître en 2022 et davantage encore en 2023 et 2024. Alors, en fonction des informations qui me remontent du terrain, parce que bon, les gens connaissent mon intérêt pour cet outil et m'envoient un certain nombre d'informations, il me paraît raisonnable d'avancer qu'à ce jour, ce sont environ, alors ce n'est pas un nombre de contrats, mais un nombre d'hectares couverts qui me paraît plus significatif. Ce sont à ce jour entre 8 à 10 000 hectares qui sont couverts par une ORE patrimoniale et je dirais 5 à 7 000 hectares par des ORE compensatoires. Pourquoi, alors qu'il y a davantage d'ORE compensatoires, semble-t-il, que d'ORE patrimoniales, les surfaces sont-elles moindres? Parce que les ORE compensatoires portent généralement sur des terrains plus limités en surface. Cela étant, il y a une croissance très nette, mais il y a encore une belle marge de progression. Il faut rappeler qu'en 2025, les USA en sont à plus de 221 000 contrats et qui couvrent plus de 15 200 000 hectares. Donc, mais c'est évidemment à la dimension des USA. L'avenir, si l'on veut aider au développement de l'ORE, il convient à l'évidence d'améliorer la circulation de l'information vers les élus locaux et vers les gestionnaires susceptibles de le mettre en œuvre. C'est ce que fait très bien, je l'ai dit, la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Cet effort doit être renforcé, relayé, amplifié pour que les résultats croissent encore. Il faut améliorer l'information et la formation des notaires. On peut envisager de réviser tout à fait à la marge quelques dispositions législatives qui peuvent entraver ce développement. Par exemple, l'article L 1311-13 du Code général des collectivités territoriales, mais Mme Kurudji pourrait en parler également parce qu'elle a étudié cette question. Explorer les voies d'une incitation fiscale, vous l'avez évoqué, incitation fiscale qui doit être raisonnable et qui ne doit porter, à mon sens, que sur les ORE patrimoniales de longue durée, c'est-à-dire au moins plus de 50 ans. À propos de cette durée, il me semble que les durées s'allongent de plus en plus pour les ORE patrimoniales et pour les ORE compensatoires, si la durée est limitée à 30 ans, c'est tout simplement que la plupart du temps, l'administration limite l'obligation de compensation à 30 ans. Donc on cale l'ORE sur la durée de la compensation prévue par l'administration et qui ne se justifie pas toujours, notamment lorsqu'il y a des atteintes à la biodiversité qui sont pérennes et qui devraient être donc beaucoup plus longues. Cela étant, toute réforme doit veiller, à mon avis, à conserver l'esprit initial de l'ORE, fondé, on l'a dit, sur la liberté contractuelle et la souplesse, vous y avez insisté dans votre propos liminaire, souplesse et liberté contractuelle qui permettent l'adaptation de cet outil aux besoins qui sont multiples et qui sont très divers sur le terrain.
Donc, toute proposition d'évolution du texte doit veiller à ne pas alourdir son régime par un surcroît de réglementations diverses qui n'aurait pour effet que de le rendre plus rigide et moins attractif. Et j'ai loué le législateur en 2016, et notamment le Sénat, d'avoir résisté à cette tentation, alors que les propositions pour l'entraîner dans cette voie étaient nombreuses et insistantes. Voilà, je répondrai à vos questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Donc, je vais donner la parole à Philippe de Sévérac. Oui, Monsieur le maire, vous avez la parole. Bonjour. Merci. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir invité à votre table ronde pour parler de ce projet, ce qui n'est plus un projet, maintenant c'est une réalisation. Ça a été fini l'année dernière, au mois de janvier. C'est passé que quand j'ai été élu en 2020, j'ai appris qu'on avait des parcelles de 6 hectares qui étaient en mauvais état. Et bien sûr, je voulais faire reboiser. Mais reboiser, je ne voulais pas faire de la monoculture de pin. Pour ma part, n'est pas un arbre de chez nous. Je voulais faire une création de forêt avec les arbres que l'on avait jadis. J'ai donc fait la connaissance de forêt et puis de SOS Forêt. Ensuite, nous avons pu faire cette réalisation et j'ai appris c'était l'ORE, c'est-à-dire l'obligation réelle environnementale, qui est très méconnu. Même le notaire ne connaissait pas vraiment. Il a découvert cette loi. Donc, nous avons pu le signer. Alors, bien sûr, certains de mes conseillers étaient un peu réticents. Ils se demandaient s'il n'y avait pas anguille sous roche. Je leur ai bien expliqué. Ils m'ont fait confiance, ce qui est un peu normal. Et puis, j'ai signé cette ORE. Maintenant, on est protégé pendant 99 ans. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire quoi que ce soit sans l'accord des partenaires. Que ce soit créateur de forêt, soit forêt ou autre, on ne peut pas artificialiser, on ne peut pas couper les arbres comme ça, sauf si un arbre gêne au risque de tomber. Il y a un respect de cet engagement pendant 99 ans. Mais comme je le répète, cette loi est connue et je pense qu'il faudrait la faire connaître un peu plus, comme M. Gilles Martin, par les notaires et par les communes. Pas grand-chose à ajouter. J'attendrai certaines de vos questions pour pouvoir répondre. Merci encore. Merci, monsieur le maire. Je pense que suite à notre table ronde, ça va être un peu plus connu. Je vais passer la parole à Michael Weber. Oui, merci, monsieur le président, chers collègues. Et je veux saluer les participants à cette table ronde. Il me semblait effectivement important d'avoir un débat sur cet outil qui a été initié dans la loi biodiversité de 2016, parce que, pour rebondir sur ce que les uns et les autres ont constaté, c'est vrai qu'il y a eu un moment peut-être de compréhension de ce que pouvaient être les ORE, et je rejoins ce que disait M. Gilles Martin, c'est sans doute pas tout à fait dans les habitudes françaises que d'avoir cette politique du contrat. Et on constate depuis quelque temps, aussi bien de la Fédération des conservateurs d'espaces naturels, mais je pense aussi au WWF qui a une grosse politique de déploiement des ORE sur des durées très longues de 99 ans. Et il y a donc une attention et un intérêt nouveau pour les ORE. Et il me semblait que c'était important d'en discuter pour une raison d'abord simple, ou en tout cas 2 raisons à mon sens. La première, c'est d'abord que si l'on veut inverser la tendance actuelle sur la biodiversité, on ne peut pas se contenter de zones de protection fortes. Et on ne peut pas se contenter de hotspots de biodiversité que l'on protège s'il n'y a pas de relation entre ces différentes poches de biodiversité. Je crois qu'il est convenu aujourd'hui que si l'on veut inverser la tendance, il faut absolument qu'il y ait des liens, qu'il y ait un chapelet de zones de protection qui permettent à ces espèces, à ces essences, on a parlé de la forêt tout à l'heure, que de survivre face au changement climatique que l'on connaît. Le second, c'est qu'il y a 2 types de cette façon-là de protection. Soit on fait des protections de type forte, et je prends souvent en exemple ce que sont les protections de type anglo-saxonne, des parcs nationaux sur des grands espaces fermés, sans présence de l'humain. Soit on fait à l'inverse une politique de contrat, où, en quelque sorte, on essaie de combiner à la fois les activités humaines et les activités de protection des espaces naturels. Et il me semble que les ORE répondent à cela. C'est-à-dire que d'abord, c'est un processus qui est un processus volontaire, sur des surfaces, effectivement, qui sont plutôt des petites surfaces, mais qui permettent à ce que des personnes, des propriétaires, s'engagent en quelque sorte à contribuer à leur façon
à un dispositif de protection qui s'inscrit effectivement dans la durée et qui permettent de créer des synergies avec l'ensemble des établissements ou associations de protection de l'environnement. Et de ce point de vue-là, ça me semble tout à fait intéressant et important. Alors, puisqu'on entre aussi dans la période du débat, je pense que la question, alors M. Martin a commencé à l'évoquer, c'était celle des évolutions législatives que nous pourrions envisager pour démocratiser le mécanisme des ORE, tout en évitant les effets d'aubaine, notamment sur les questions de compensation. Et par ailleurs, je crois que c'est intéressant aussi, Monsieur le Président, vous avez fait état du travail qui a été mené à la direction de l'initiative parlementaire pour encourager davantage l'adoption de cet outil. Il y a manifestement une question sur les enjeux d'incitation économique et fiscale. Quel levier pourrait-on envisager pour augmenter l'attractivité des ORE ? Les communes ont aujourd'hui la liberté d'exonérer de taxes foncières non bâties les propriétaires engagés dans une démarche d'ORE. Cette possibilité n'est cependant quasiment pas utilisée parce que, ce faisant, les communes ou les EPCI se privent d'une ressource. Faut-il envisager de rendre cette exonération systématique et prévoir éventuellement un mécanisme de compensation de la part de l'État ? Par ailleurs, aux États-Unis, la mise en place de déductions d'impôts importantes, de crédits d'impôt, mais aussi d'allègement des droits de succession ont permis de rendre le mécanisme de servitude environnementale attractif. Est-ce transposable en France ou même à l'échelle de l'Union européenne ? Et puis, pour une autre comparaison, en Australie, les propriétaires qui s'engagent à protéger des espaces naturels sont éligibles à des crédits biodiversité qui peuvent revendre sur un marché dédié sur le même principe que le marché carbone. Serait-il envisageable d'un dispositif similaire en France à celui en vigueur en Australie, en associant un contrat ORE à l'obtention de crédits carbone ou de biodiversité, ou n'y a-t-il pas un risque de marchandiser ce contrat ORE et de dénaturer ce qui était plutôt pensé à la base comme une démarche volontaire du propriétaire et sans contrepartie financière ? Et puis, dernier problème, c'est effectivement celui de la comptabilisation du nombre de contrats ORE. On a des chiffres qui sont, à mon avis, insuffisamment alimentés, en tout cas aujourd'hui. On n'a pas une connaissance, il me semble, précise. Et je crois que dans les débats, parce que je rappelle qu'on a souvent des débats parlementaires sur les ORE à l'occasion des projets de loi de finances, et on sent bien qu'il y a de ce point de vue-là une faiblesse. Donc comment est-ce que l'on pourrait s'assurer d'avoir une connaissance plus fine du nombre d'ORE des surfaces qui sont aujourd'hui concernées? Voilà pour une première salle de questions, Monsieur le Président. Merci. J'ai Gilbert Luc Devinas qui m'a demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. J'avais des questions, je pense qu'on les a commencé à les aborder. L'ORE est un outil qui est novateur et puis qui a priori fonctionne bien. Pourtant, il est méconnu. Et donc ma question, c'est qu'est-ce qui peut contribuer à mieux le faire connaître, les ORE, afin que les acteurs publics, les propriétaires privés et les institutions s'en emparent. Est-il pertinent de pouvoir créer un mécanisme de suivi de ces contrats ? Est-ce qu'une incitation fiscale peut être nécessaire pour les faire émerger ? Et puis, comment l'ORE peut-il devenir un outil au service de l'apaisement des tensions entre des acteurs ? Je pense aux gestionnaires forestiers, aux agriculteurs et aux organisations environnementales. Merci. Je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier. Oui, merci Monsieur le Président. Merci aux intervenants de cette table ronde sur les obligations réelles environnementales qui, comme ça a été dit, sont un outil innovant pour préserver la biodiversité. Et on en parle depuis quelques années, souvent d'ailleurs plus au moment du projet de loi de finances, pour avancer des dispositifs en matière de fiscalité. Mais au vu des chiffres qui ont été annoncés ce matin, on voit que c'est quand même un dispositif qui est peu employé et qui semble pourtant avoir pas mal de vertus. Donc la question rejoint celle qui a été posée par mes collègues, c'est comment faire en sorte que ce dispositif se développe davantage. On le voit dans les territoires, il y a des agriculteurs qui l'ont utilisé, il y a des collectivités locales. Enfin, on a eu le témoignage d'un maire. Je voudrais également faire état d'entreprises. Enfin, on sait que ça peut aller sur des terrains privés, mais je pense dans l'approche où notre pays doit se réindustrialiser avec des industries qui doivent
se décarboner et qui doit avoir une approche de responsabilité sociale environnementale. J'ai l'exemple en tête dans mon territoire d'une entreprise qui a, je crois que d'ailleurs c'est la seule à ma connaissance, ou en tout cas qui a communiqué sur le sujet, qui a signé une ORE en marge du développement de son activité industrielle. Et ça me semble quelque chose d'intéressant à la fois sur la conservation et la restauration, en bloquant une parcelle de 8000 m² sur 50 ans. Et donc, voilà, je pense que ça a été dit, il faut en parler auprès des notaires, mais je pense qu'une action auprès du monde économique et des entreprises dans notre territoire, créatrices de valeur, et on en a besoin, qu'elles soient également mobilisées sur ces questions environnementales. Donc voilà, c'est un peu... Et je pense que la table ronde y contribue, parce qu'on dit que c'est un dispositif, encore une fois, qui existe, mais peu répandu. Il faut en parler, et je pense que c'est important que notre commission s'en saisisse ce matin. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Ronan Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Juste deux petites questions techniques. D'abord une séquence nostalgie, puisque ça nous renvoie au texte que nous avions travaillé ici même avec Jérôme Bignon. Je ne veux pas compter le nombre d'années, mais enfin, ça commence à en faire quelques-unes, presque 10 ans, pas tout à fait. Texte, je me permets de le souligner. Ouais. Et je le dis sans aucun esprit polémique qui ne me ressemblerait pas un instant, où on était encore capable, sur les questions de biodiversité, d'avancer ensemble. Pas sur tout. Jérôme Bignon a eu des moments de doute, Didier s'en rappelle aussi, mais malgré tout, on avait sorti au Sénat un certain nombre de propositions qui étaient des mieux-disants sur le champ de la biodiversité, sur une loi biodiversité. Je ne peux donc que souhaiter que nous gardions l'esprit de ce temps-là. Fin de la parenthèse. Mais c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup bossé sur cette loi biodiversité. Et du coup, puisqu'on voit bien qu'on a quand même une question, ne serait-ce que de comptabilisation, qu'il y a une partie ORE qui est plutôt en mesure compensatoire, et dans la loi biodiversité, on a quand même mis qu'on géolocalisait tout ce qui était mesure compensatoire pour éviter de faire un moment de la compensation et puis de l'oublier et de redétruire ce qu'on avait refait. Et que donc, normalement, ne serait-ce que par l'outil de géolocalisation lié aux mesures compensatoires, on devrait quand même avoir un peu un état des lieux des surfaces, ou en tout cas d'une partie des surfaces. Donc, est-ce que cet outil de géolocalisation, aujourd'hui, vous l'utilisez vraiment, puisqu'on l'avait vraiment beaucoup développé dans la loi de l'époque? C'est la première question. Et la deuxième, je fais écho à un autre rapport qui était la commission d'enquête dont j'étais le rapporteur sur les mesures compensatoires sur les grands projets. Et on avait insisté, proposition là aussi adoptée à l'unanimité, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans là, ne peuvent plus connaître, on avait beaucoup insisté sur la dimension corridor et donc sur la cohérence d'ensemble. C'est-à-dire pas juste avoir des points de protection avec différents statuts de protection, mais avoir quand même à la fin des chapelets d'aires protégées qui fassent système. Donc est-ce que sur les ORE, vous avez aussi possibilité aujourd'hui ou demain de voir si l'ensemble de ces zones protégées font système, notamment sur la question assez importante aujourd'hui de la fragmentation et des corridors. Y a-t-il d'autres prises de parole avant que je... Oui, Jean-Claude. Oui, pardon, ce n'est pas une question, mais je voudrais témoigner d'une ORE dans l'Aveyron qui s'appelle la réserve naturelle des Coteaux du Fel, qui concerne 137 hectares entre un propriétaire, une commune et tous les partenaires. Et je voudrais insister sur ce qui a été dit, sur la liberté contractuelle et puis sur la souplesse. Et l'ORE en question, qui est située donc dans la vallée du Lot, n'est-ce pas, sur d'anciens coteaux de vigne, sa réussite, c'est parce qu'elle associe tout le monde, notamment les agriculteurs. Les agriculteurs et la LPO, en l'occurrence, parce que c'est la LPO qui est l'organisme central, voilà, ont permis de se parler et de trouver des intérêts communs. Voilà, je le dis parce que quand je parle souvent des agriculteurs et des éleveurs, puisque là il y a beaucoup de prairies, il faut effectivement une complémentarité des uns et des autres, et ça a permis un dialogue fructueux. 130 hectares dans la vallée du Lot, c'est important, d'anciennes châtaigneraies, d'anciennes coteaux de vigne, des prairies, etc., etc. Voilà, je voulais simplement témoigner et dire que la méthode est importante. Je voulais simplement dire, pour faire un peu d'histoire, que lorsque l'on avait travaillé, pour ce qui me concerne,
au niveau européen pour faire ce que sont devenues les mesures agri-environnementales. Après 1992, on avait travaillé la même méthode sur des méthodes incitatives. Et je me souviens, dans le Sud Massif central, comment on avait travaillé sur les tourbières avec les agriculteurs qui avaient drainé le sujet, qui après ont vu l'intérêt du sujet. Donc la méthode contractuelle en associant tout le monde est très important. Très important, voilà. Et aujourd'hui, pour revenir à la réserve régionale du coteau du Fel, c'est devenu d'ailleurs un outil de développement local que l'on démontre. Et à côté, il y a un petit vignoble que je vous recommande qui s'appelle le coteau du Fel, 30 hectares, voilà, qui s'est développé parce que les gens viennent voir et il y a une complémentarité entre les choses. Voilà, je ferme la parenthèse. Merci pour ce témoignage. Oui, Alain. Oui, merci, Président. Merci aux intervenants. Je pense que toutes les questions ont été abordées. Simplement, je voudrais savoir, après 9 ans de recul, est-ce que les partenaires publics et privés ont pu s'engager? Est-ce que, disons, ce texte a été suffisamment connu, d'une part, et quel est l'impact par rapport aux agriculteurs et notamment aux baux ruraux qui ont pu être conclus avec les uns et avec les autres? Je sais que ce texte peut s'intégrer aussi dans les parcs naturels régionaux. Il faut savoir aussi qu'il y a des obligations à l'intérieur de ce dispositif. Et il est quand même intéressant de noter que ce texte, disons, va être opposable à toutes les parties, puisqu'il intègre non seulement les contractants au départ, mais surtout il est attaché aux biens fonciers. Donc voilà quelques remarques que je voulais faire. Merci. Merci. Eh bien, je vais proposer à nos intervenants de répondre aux questions qui nous sont posées. Qui commence? Monsieur Rogier? Allez, je vais faire. Merci, Monsieur le Président. Quelques éléments de réponse à certaines questions, et je pense que ma collègue répondra beaucoup plus que moi, enfin beaucoup plus de questions. Il y a un dispositif d'incitation qui devrait se mettre en place en 2025. C'est celui qui est lié à la reconnaissance des zones de protection forte au cas par cas. C'est-à-dire que les ORE par construction ne sont pas systématiquement reconnus comme des zones de protection forte et elles peuvent l'être par le dispositif de cas par cas qui devrait se mettre en place dans les mois qui viennent. Alors, pourquoi c'est une incitation? Parce que en fait, ça permet le fait sur une commune d'avoir plus de 10 hectares sous protection forte, une commune rurale, ça permet de majorer la dotation pour aménité rurale. Donc les communes ont intérêt à finalement ce que des ORE soient conclus et que ces ORE fassent l'objet d'une reconnaissance au cas par cas comme zone de protection forte. Voilà, c'est une incitation qui est prévue déjà en place. Il faut qu'on la traduise dans les faits, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des propositions qui soient faites pour que des sites soient reconnus. Oui. Vous avez une question Hervé, vas-y. Merci. Dans cette dimension de protection de l'environnement, en fait, il faudrait croiser au niveau de différents enjeux. L'un vient d'être posé récemment sur la nécessité de protéger les aires de captage. Et donc on voit bien que différentes stratégies peuvent être mobilisées. Et par exemple, dans ce cas de figure, les ORE pourraient l'être à bon escient, sachant qu'on a devant nous un enjeu qui est absolument essentiel. Et il faudra une boîte à outils, de toute manière, assez puissante pour arriver à protéger ces aires de captage. Dans cette boîte à outils, bien sûr, il y a ce qu'on appelle d'une manière générale les services environnementaux, les MAEC, mais les ORE peuvent donc participer d'une stratégie de protection des aires de captage, et au-delà, ça peut renvoyer aussi à d'autres accompagnements particuliers. Je voudrais quand même le souligner parce que, du coup, ça pourrait donner du sens aujourd'hui à ce dispositif dans la perspective d'une stratégie plus globale de protection des aires de captage.
Dans la prolongation de l'intervention de Ronan, en fait, il faudrait aussi que les stratégies à la fois de continuité aujourd'hui permettent notamment d'avoir une réflexion approfondie au niveau des SCOT pour que la question des trams soit à ce moment-là clairement reconnue et également avec une stratégie qui permettrait de développer la boîte à outils que je viens d'évoquer et plus particulièrement les ORE dans ce cas de figure. Et donc, si je reformule, on a tout intérêt à regarder comment les documents d'urbanisme peuvent aujourd'hui intégrer ces dispositifs sous forme de stratégie d'accompagnement de la maîtrise foncière en fonction des enjeux environnementaux notamment, mais peut-être pas exclusivement dans ces cas de figure. En tout cas, j'y vois là, moi, une voie, des perspectives vraiment intéressantes à travailler. Qu'en pensez-vous ? Je vais, avant de donner la parole à nos invités, je vais donner la parole à Olivier Jacquin. Oui, pour un témoignage, mais il est branché. Et un petit témoignage, je suis en train de céder mon exploitation agricole et je suis en train d'intégrer, j'ai la volonté d'intégrer une ORE à cette transmission d'exploitation, car j'ai planté pendant des décennies un gros linéaire de haies que je tiens à préserver. Et mon témoignage, c'est pour signaler la difficulté à mettre en place cette ORE et notamment à trouver un notaire qui ait envie de s'y coller. Et je suis à mon deuxième notaire qui accepte qui va réaliser l'ORE avec la complicité d'un salarié du parc naturel régional sur lequel je suis. Autrement, à mon avis, c'était assez difficile et ma seule volonté n'aurait pas suffi. Voilà le petit témoignage. Et je trouve l'intervention d'Hervé Gillet extrêmement intéressante. On est en train de clôturer la commission d'enquête sur les eaux minérales naturelles et sa question sur la protection des périmètres de captage. J'aimerais une réponse éclairée de votre part, savoir si les ORE seraient un outil adapté pour mieux protéger les périmètres de captage. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Rogier, puis après... allez-y. Merci. Donc je peux faire une réponse qui n'a pas l'ambition d'être complète sur tout ce que vous avez évoqué, mais sur les captages en particulier, il y a déjà un lien qui a été fait depuis la loi 3DS du 21 février 2022, puisque les biens acquis dans le cadre du droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine peuvent être cédés. Donc la collectivité acquiert des terrains, elle peut les recéder, mais à condition que l'acquéreur s'engage à signer contrat portant obligation réelle environnementale, qui prévoit des mesures pour la préservation de la ressource en eau. C'est une première réponse. Je pense que vous avez évoqué d'autres sujets plus vastes, mais par rapport à la démarche captage, on voit qu'il y a un lien qui est fait et c'est une disposition qui est intéressante, qui permet finalement aux collectivités de ne pas rester propriétaires de terrains, mais de s'assurer que les terrains que leur a cédés resteront exploités de manière compatible avec la préservation des ressources en eau. Il y a un sujet sur lequel vos questions m'amènent à faire un lien, c'est les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation que la loi Industrie verte a conforté. C'est un dispositif qui est prometteur, mais qui n'a pas non plus, je crois qu'il date de la même loi, la loi de 2016. Il n'a pas eu le succès escompté jusqu'à présent, puisqu'on a 3 sites seulement qui ont été reconnus. La loi Industrie verte, alors au départ c'était les sites naturels de compensation, maintenant la loi Industrie verte les a étendus à la restauration et à la renaturation. Ce sont c'est finalement la traduction des crédits biodiversité, enfin ce qui pourrait permettre de mobiliser des moyens privés pour restaurer la nature. En tout cas, la ministre porte fortement ce dispositif et le ministère également. Les services font
la promotion de cet outil qui peut permettre évidemment de restaurer sur une base volontaire des milieux, mais qui peut aussi permettre d'anticiper des besoins de compensation qui, dans les régions où la tension foncière est forte, la compensation qui peut être une source de blocage de certains projets. Donc c'est une manière d'anticiper les besoins quand il y a des projets d'aménagement ou de réindustrialisation qui sont prévus. Et là aussi, pour rejoindre ce que vous indiquiez sur le lien avec l'urbanisme, ce qu'on souhaite promouvoir comme approche, c'est essayer d'anticiper le plus possible la nécessité, déjà l'implantation des différents aménagements dans les secteurs où l'impact sur la biodiversité et la ressource en eau seront les moindres. Malgré tout, quand il y a besoin de compensation, que les documents d'urbanisme permettent d'identifier les zones où des compensations pourront être prévues. Et sur ces zones, on peut mobiliser des outils comme les ORE ou les sites naturels de compensation. Voilà, donc je pense que il y a effectivement un lien à essayer d'identifier dans les documents de planification qui sont finalement au croisement aussi des trames vertes et bleues, où on peut retrouver les trames vertes et bleues pour faire les liens. Il y a la loi, le code de l'urbanisme prévoit l'identification des zones préférentielles de renaturation, qui sont les secteurs où justement des mesures de renaturation doivent être privilégiées. Enfin, il y a effectivement tous les éléments, me semble-t-il, pour permettre d'identifier les secteurs à privilégier pour la renaturation. Et ce sont des secteurs à privilégier à la fois pour promouvoir les obligations réelles environnementales ou pour mettre en place des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation. Merci, Madame. Alors, merci beaucoup pour toutes ces remarques et ces témoignages et ces questions qui sont effectivement très complètes. Alors, pour rebondir sur la question au tout début sur les chiffres, le réseau des conservatoires d'espaces naturels va passer la barre des 100 ORE cette année. On est déjà à 97 de signés, il y en a plusieurs dizaines dans les tuyaux, toutes confondues, patrimonial et compensation, sachant qu'on est à plus de 3/4 de patrimonial, et sur ce plus de 3/4, on est à plus de la moitié, ou quasiment en fait l'exclusivité, à 99 ans. Donc on est vraiment sur l'outil tel qu'il a été conçu au départ. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces ORE, elles sont sur environ entre 1/4 et 1/3, ça dépend un peu des années, de foncier public. Donc les communes, les collectivités se sont bien emparées de l'outil. Pour rebondir sur le sujet du suivi au niveau national, dans mes échanges récents avec un notaire, il indiquait en avoir signé une 50aine. La LPO est effectivement aussi commence à s'emparer de l'outil. VVF via le Fonds Nature Impact. Moi, je suis beaucoup en contact avec des associations, les émanations locales de FNE aussi qui signent des ORE. Donc, effectivement, c'est très parcellaire comme vision, mais je pense qu'on peut dire avec pas mal de confiance qu'il y a plusieurs centaines d'ORE patrimoniales qui sont signées en France. Le réseau des conservatoires d'espaces naturels étant aujourd'hui, a priori, quand même le plus gros réseau. Et j'en profite pour signaler que j'espère dans les prochaines semaines pouvoir finaliser un recueil de retours d'expérience où on a fait intervenir un certain nombre d'acteurs des ORE qui sera disponible sur le site, qui présente l'outil et des illustrations concrètes de retours d'expérience. Voilà pour les chiffres. Ensuite, je souscris complètement à l'idée que c'est un outil formidable de dialogue dans les territoires, que par définition, sa nature fait que c'est consensuel et que c'est très différent de l'habitude qu'on a de la norme descendante et que c'est quelque chose d'ascendant. C'est un outil en fait qui permet
dans les territoires, aux élus, aux particuliers, aux entreprises également, qui connaissent le besoin au plus près, de s'asseoir autour d'une table et de discuter et de voir aujourd'hui où on en est, où est-ce qu'on veut aller et comment on y va. Je rebondis sur le sujet des entreprises. Dans le réseau des Cènes, on a aussi plusieurs entreprises qui ont signé des ORE patrimoniales, notamment pour rebondir sur la question de l'eau dans le sud de la France chez Nestlé, sur leur impluvium pour protéger l'accès à la ressource en eau. On a aussi une ORE Clarins, je me permets de dire les noms parce qu'ils étaient dans les médias, parce que Clarins se sert a besoin de la biodiversité, c'est le fondement de son activité économique. Et en fait, c'est vraiment des outils de partage de points de vue, de connaissances et de projets pour un territoire. Et en fait, je pense qu'il n'y a que comme ça que ça peut être un outil efficace et un outil d'apaisement, pour reprendre les termes. Nous, dans les discussions, j'ai aussi les agriculteurs, j'ai les fédérations de chasse également, parce que la question s'était beaucoup posée, et les chasseurs sont identifiés expressément dans le texte, les réserves synergétiques et le droit de chasse comme ne pouvant pas faire l'objet d'une atteinte dans le cadre de l'ORE. Et on a des ORE avec des fédérations de chasseurs qui ont signé des ORE également. Donc c'est vraiment un formidable outil d'écologie positive en fait, et de construction de projets communs dans le territoire. Pour rebondir sur le sujet de la trame verte et bleue, en fait, ça fait partie des nombreux sujets qui sont identifiés par les associations de protection de l'environnement et par les collectivités qui signent les ORE en tant que co-contractants, de se dire quel est l'objet de cette ORE, quel est notre objectif là-dedans. Et nous, on a des ORE qui sont signés avec l'objectif premier de préserver, ou de participer à la constitution d'une trame verte et bleue. Et c'est tout l'intérêt aussi de cet outil contractuel où nous, on préconise de vraiment se poser, discuter, réfléchir, débattre et écrire dans un préambule le site, son intérêt, ses objectifs et comment on y va. Et comme on le disait au départ, l'outil, sa souplesse permet vraiment ça. Et je rebondis également sur la question de la transmission de l'exploitation agricole. On a on a une grosse dizaine d'ORE, une petite quinzaine d'ORE signés avec des agriculteurs dans le réseau des conservatoires. Il y a des raisons d'abord écologiques, parce qu'effectivement, ça a un intérêt écologique d'avoir des haies, d'avoir des zones humides non drainées, de ne pas utiliser de pesticides, etc. Mais il y a aussi une valeur très très forte de transmission du travail d'une vie. Et on a des retours d'expérience qui sont disponibles aussi sur notre site internet, filmés donc avec des élus, avec des propriétaires agriculteurs qui ont souhaité conclure une ORE au moment de la transmission. Et le message très fort, c'est effectivement ça en fait, c'est de dire, moi j'ai œuvré toute ma vie sur ce foncier, je l'ai restauré, j'ai fait du pâturage extensif, j'ai préservé le cours d'eau, j'ai fait un certain nombre d'actions et je voudrais pas que ce travail d'une vie soit détruit. Et donc la difficulté, effectivement, elle est double potentiellement, c'est d'identifier un co-contractant qui puisse signer l'ORE, parce qu'il faut être deux, évidemment, c'est un contrat. Et il y a la question des notaires. Alors, je vais évacuer la question des notaires. Si vous avez besoin un jour, n'hésitez pas à me poser la question. J'essaye d'avoir une liste de notaires avec qui le réseau travaille et qui se sont emparés du sujet, qui se sont dit je ne connaissais pas, ça m'intéresse, je le fais. Ça n'évacue pas toutes les difficultés opérationnelles du quotidien. Ça reste des opérations pas forcément très conséquentes pour les notaires, mais on a quand même quelques notaires aujourd'hui qui se sont vraiment emparés du sujet, qui communiquent dessus. Et donc, on essaye de faciliter, justement, ça fait partie un peu des missions et du déploiement de cet outil, de faciliter leur signature. Et sur le sujet du co-contractant, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, c'est un peu moins compliqué parce qu'effectivement, un certain nombre d'associations se sont emparées du sujet. Moi, elles me contactent, je revois leurs ORE, etc. Mais il y a une question qui est centrale, c'est celle des moyens.
Et en fait, cette question, elle est transversale à beaucoup des sujets qui sont évoqués. Un contrat, l'objectif, c'est pas juste de le signer. Enfin, c'est en 2 temps. Il faut le discuter, il faut le signer. Donc ça requiert du temps, ça requiert des moyens, ça requiert de la connaissance. Mais il faut derrière le suivre. Et en fait, il suffit pas de signer une ORE pour X nombre d'années, même 99 ans. Il faut pouvoir le suivre, mettre en œuvre les obligations qu'il contient. Et c'est la volonté des propriétaires et c'est la volonté des co-contractants. Et donc, en fait, il y a cette question qui est vraiment centrale aussi des moyens humains, en fait, qui sont alloués à la signature et au suivi derrière. Un petit mot de la fin pour rebondir. Donc effectivement, Monsieur Rogier a répondu sur la question du bail rural, des aires d'alimentation de captage et des ORE. On a récemment été auditionné par une mission de l'IGEDD sur la valorisation des outils fonciers, notamment des ORE. On a fait une proposition d'amendement pour renforcer encore ce dispositif sur le lien captage ORE. Donc c'est pareil, je peux en dire beaucoup plus si vous avez des questions. Et en lien avec ça, une des missions du poste, c'est aussi beaucoup des formations. Donc ça fait partie des outils qui sont déployés auprès notamment donc, de personnes privées, mais aussi des services déconcentrés de l'État. Donc bientôt, je vais aller en Bretagne, je vais aller en Pays de la Loire, auprès des DREAL, pour sensibiliser à cet outil. On a fait aussi auprès de la DREAL PACA sur des sujets compensation, parce que c'est encore un tout autre sujet, les ORE dans le cadre de la compensation. C'est vraiment, à notre sens, un outil à manier avec beaucoup de précautions dans le cadre de la compensation. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'espère avoir répondu à peu près à tout le monde sur ce qui a déjà été évoqué. Bien. Est-ce que nos intervenants en visio, M. de Séverac ou M. Martin, veulent intervenir? Oui. Oui, je veux bien. Eh bien, allez-y. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, alors d'abord sur les questions techniques sur l'outil de géolocalisation, là j'avoue que je n'ai aucune réponse, aucune information, mais en revanche sur l'aspect corridor, cohérence d'ensemble pour faire système, je voudrais rappeler le travail qu'ont fait au moins 2 agences de l'eau, l'agence de l'eau Seine-Normandie et Rhin-Meuse, qui ont pris contact et qui ont créé des liens avec des propriétaires fonciers pour les inciter à signer des ORE, notamment comportant l'obligation d'utiliser moins de pesticides ou de produits d'intrants et permettant ainsi de protéger tout le bassin hydrographique. Donc là, il y a un aspect masse, c'est-à-dire on va inventorier les terrains qui sont concernés, on va aller contacter les propriétaires, on va leur demander de signer une ORE et on va ainsi protéger le bassin hydrographique tout entier. Alors peut-être que d'autres agences de l'eau, mais je suis en tout cas informé de ce qu'a fait Seine-Normandie et Rhin-Meuse. Je voudrais également rebondir sur la question sur l'impact sur les baux ruraux. Donc, comme vous le savez, la loi prévoit que lorsque il y a un bail rural, la signature signer le RE, il doit demander l'accord du preneur. Et le preneur a un certain délai pour répondre et il doit, s'il refuse, il doit motiver son refus, ce qui permettrait éventuellement un contrôle de ses motivations. Mais en tout cas, je rebondis aussi à partir de là sur ce qu'a dit Monsieur le Sénateur concernant cette expérience en Aveyron, et je crois que c'est, et qui vient d'être répété par Madame Kuruggi, l'aspect outil de médiation, outil de dialogue, outil d'apaisement me paraît de plus en plus perçu sur le terrain par ceux qui l'ont tenté et malgré donc les craintes qui avaient été exprimées au début par certaines organisations syndicales. Je voudrais aussi ajouter que ce qui a été dit sur les outils d'urbanisme me paraît tout à fait fondamental, en veillant à ce que l'outil d'urbanisme demeure un élément d'incitation à signer les ORE. Voilà, il
il faut bien que l'on préserve, hein, je l'ai cité tout à l'heure, le côté volontaire, souple des ORE. On ne peut pas aller vers des systèmes contraignants, sinon on irait contre l'esprit même de l'ORE. Parmi les acteurs qui ont signé des ORE et qui n'ont pas été cités, alors évidemment, j'adhère à tout ce qui a été dit pour les ONG, notamment VDF, FNE, l'ASPAS aussi. Mais je voudrais ajouter le Conservatoire du littoral parmi les établissements qui ont signé des ORE, notamment dans des zones à très forte pression foncière. Le Conservatoire du littoral a par exemple signé 2 ORE dans le golfe de Saint-Tropez, où, comme chacun sait, les terrains ne sont pas vraiment gratuits. Et enfin, je salue encore le travail de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels et le petit recueil qui va sortir et auquel on m'a gentiment demandé de participer, qui va sortir, je crois, dans le mois qui vient, dans les semaines qui viennent, et qui pourra être un outil de promotion de cet outil. L'inspection générale qu'a évoquée Madame Kuruggi m'a également entendu, et ce qui veut dire qu'il y a des réflexions au sein du ministère, puisque cette mission d'inspection générale est chargée de recueillir quelques avis sur les possibilités d'avancer sur tel ou tel terrain, et notamment sur le terrain fiscal, mais on sait que la situation est pas plus favorable que ça à l'utilisation de l'outil fiscal. Cependant, il a été évoqué la question de l'exonération de certains impôts, et notamment exonération en cas de mutation, exonération qui pourrait être au moins partielle, et qui, si elle est limitée à des ORE patrimoniales de longue durée, pourrait avoir un effet tout à fait déterminant, ce qui a été le cas aux États-Unis. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à la majorité des questions qui ont été posées, mais je me tiens à votre disposition. Merci. Monsieur de Sévérac, vous voulez intervenir ou... Oui, je peux rajouter un petit peu quelque chose. Alors, si vous voulez, j'ai souvent des appels ou des rencontres avec mes collègues maires qui me posent des questions justement à ce sujet de l'ORE et de forêt que nous avons pu faire. J'essaie de leur répondre parce que c'est vrai que, je le répète, c'est encore très méconnu. Mais ce qu'il faut voir, c'est ce que ça apporte par la suite, ce que nous avons fait, ce que ça apporte, c'est-à-dire qu'on a des chasseurs qui en sont très contents et qui respectent, qui me rapportent les problèmes entre la destruction par les sangliers des plantations. Nous avons pas mal d'équipes de randonneurs qui partent, qui nous disent, ben voilà, il y a tel ou tel problème, hein. Et il y a eu un arboretum qui a été créé. J'ai beaucoup d'appels pour savoir. C'est une bonne chose, cette loi, je pense qu'il faut la faire beaucoup plus. Voilà. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Rogier pour qu'il puisse répondre à Ronan Dantec. Oui, vous avez raison, l'outil GOMCE est un outil qui permet de recenser les mesures, alors, théoriquement d'évitement, de réduction et de compensation. À la suite de la parution des textes, l'outil a été modernisé, adapté pour inclure une case, si je puis dire, ORE. Donc désormais, quand il y a une prescription qui prévoit une ORE, c'est indiqué dans l'outil GOMCE. Alors, j'ai les chiffres qui malheureusement sont un peu anciens. Je n'ai pas les chiffres récents. On pourra vous les communiquer en allant consulter GOMCE. Sur une année après cette mise en place, il y a eu 11 mesures compensatoires prescrivant des ORE qui étaient renseignées sur GOMCE. Voilà. On vous communiquera les données. Alors,
il y a toujours la question, est-ce que c'est correctement rempli, c'est à jour complet? Ça, c'est une autre question, mais je vous indiquerai les résultats qui figurent dans le JOMCE à ce jour et qui mentionnent des ORE. Bien, je crois, Jean, tu voulais la parole? Merci, Président. Alors, quelques mots. Je vais avoir peut-être des paroles un petit peu dissonantes. Autant je suis en accord avec ce qu'a dit Michael Weber et Roland Dantec, qu'il faut généraliser non pas des poches, mais les liens entre ces poches. Ce qui me gêne, c'est la façon dont on interprète ces règles environnementales en fonction des territoires. Alors je vais vous parler territoire du sud de la France, forêt méditerranéenne. Aujourd'hui, on a encore tendance à dire il faut laisser vivre la forêt. Chez nous, c'est une erreur majeure. Les gens de l'INRAE nous l'ont dit clairement, si vous n'intervenez pas dans votre forêt méditerranéenne, à l'horizon 2050, elle se sera desséchée ou elle aura brûlé. Vous n'en aurez plus de forêt. Intervenir, c'est enlever de la matière. Donc enlever de la matière, ça a deux vertus. La première, c'est de protéger la forêt contre l'incendie, ou tout au moins faire en sorte qu'on puisse l'en défendre plus facilement. Moins il y a de combustible, plus facilement on pourra défendre la forêt. Et c'est le premier des dangers de notre forêt. Et la biodiversité, c'est dans cette forêt qu'elle est. Si elle brûle, on a perdu toute la biodiversité. Et comme exemple qui est symptomatique, c'est le feu de Gonfaron en 2021. Dans la réserve intégrale des morts, on n'avait pas pu pénétrer pour aménager des pistes pour défendre la forêt contre l'incendie, parce qu'on allait abîmer quelques fleurs, on perturbait la vie d'une dizaine de tortues. On a tout perdu, de biotopes et des centaines de tortues qui ont grillé. Donc à un moment, il faut qu'on arrive à faire la part des choses et de dire qu'est-ce que c'est qui est le plus important, c'est de tout protéger, ou c'est peut-être d'en perdre un petit peu, mais de protéger le maximum pour éviter le désastre. Chez nous, c'est particulièrement prégnant. Je vous cite un deuxième exemple qui est en train de naître. On a fait ici un rapport sur l'extension des feux avec la commission d'aménagement du territoire et du développement et de l'économie. On a pointé le fait que les obligations légales de débroussaillement étaient un vecteur important pour protéger aussi bien les biens et les habitations, les gens et les habitations, que la forêt de l'accident domestique. Et on a dit, on avait constaté que ces obligations légales de débroussaillement n'étaient pas faites de façon importante, que 30% à l'époque, et qu'il fallait simplifier les arrêtés de façon à les généraliser le plus possible. Dans la loi qui a suivi, qu'on a produit, on a demandé à ce que dans les 2 ans qui ont suivi la promulgation de la loi, les arrêtés soient modifiés et soient adaptés pour que justement il y ait une majorité d'opérations qui se fassent sur le territoire. Ces arrêtés sont en train d'être produits. Mais en 2024, un arrêté a été produit par le ministère de l'Environnement pour ajuster les obligations légales de débroussaillement et faire en sorte de préserver la biodiversité. Les associations environnementalistes se sont engouffrés dans cet arrêté et les arrêtés précédents qu'on a demandé d'alléger pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'obligations légales de débroussaillement qui soient réalisées, des arrêtés qui faisaient 4, 5 pages, qui étaient déjà compliqués, se transforment aujourd'hui en des arrêtés où il y a 25 pages de recommandations. Les élus n'arriveront jamais à faire appliquer ces nouveaux arrêtés. Ils vont monter au créneau systématiquement et même les préfets qui vont être appelés à les faire contrôler n'ont pas le personnel pour le faire
Et les gens qui vont le faire sont même pas d'accord sur les interprétations des lignes qui sont dans les arrêtés. Ça devient ubuesque. Il faut, à un moment donné, qu'on ait un travail qui se fasse en transversal et non plus chacun dans sa ligne verticale en ne pas regardant ce qui se fait à côté. Aujourd'hui, ça devient ubuesque. Merci. Je propose à Mme Curti de répondre assez brièvement parce qu'on a encore beaucoup de questions à l'ordre du jour et je vois que effectivement, certains quittent la salle et j'ai peur de rester tout seul pour élaborer les autres questions. Merci beaucoup. Vous illustrez tout à fait les propos sur l'intérêt de l'ORE, qui n'est pas un outil réglementaire. Ce n'est pas des OLD, l'ORE. Justement, c'est un contrat de territoire, de gens qui connaissent leur territoire, qui connaissent les besoins et qui doivent se mettre d'accord pour la signer. Et donc nous, on a des ORE où il y a l'ONF, on a des ORE où avec le CNPF est inclus. Forêt méditerranéenne, il y a une association qui s'appelle Forêt méditerranéenne, où je suis allée présenter le dispositif ORE, où il y avait des propriétaires forestiers qui avaient tous les points de vue sur l'ORE. Ceux qui ont voulu en signer peuvent en signer, ceux qui ne veulent pas en signer n'en signent pas. Et c'est tout l'intérêt de cet outil. Et vous illustrez parfaitement, en fait, l'intérêt de cet outil qui n'est pas un outil descendant qui vient du ministère ou de je ne sais quelle administration. C'est un outil ascendant qui a été créé, enfin c'est un dispositif qui a été créé et intégré au Code de l'environnement, mais qui est purement volontaire. Et donc, on doit se mettre d'accord, sinon on ne la signe pas, l'ORE. Il y avait une question sur le délai de signature. Si tout le monde est d'accord qu'on a trouvé un notaire ou une administration pour faire un acte authentique, ça prend 6 mois. Si on n'est pas d'accord, ça prend 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et on ne signe pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'outil est un contrat qui ne déroge pas à la réglementation. Enfin, en tout cas, nous, on préconise d'intégrer tout le contexte en fait, juridique dans lequel s'inscrit le projet. Donc, les droits des tiers, évidemment, s'il y a des droits de chasse, de pêche, d'affouage, je ne sais quoi sur le terrain, s'il y a un bail d'habitation, enfin voilà, les pratiques agricoles, d'intégrer tout ça dans la conception du contrat et bien sûr d'intégrer la réglementation. Donc, il y a des ORE libre évolution, c'est certain. Nous, on en a dans le réseau qui sont faites, je l'espère, je le sais, avec des experts forestiers qui ont une connaissance technique, scientifique extrêmement pointue de leur territoire, même dans les associations et surtout dans les associations de protection de l'environnement. Après, on a aussi énormément d'ORE qui sont signés avec l'idée d'une exploitation forestière, mais avec des pratiques qui permettent, par exemple, une sylviculture à couvert continu, de laisser quelques arbres qui permettent sur le parcellaire de l'ORE d'avoir une trame pour telle et telle espèce, de prévoir à certains endroits de fermer l'accès au public pour justement laisser un îlot de sénescence ou un îlot de libre évolution. Mais c'est tout l'intérêt de l'outil en fait. C'est cette souplesse et c'est le fait que c'est du sur-mesure. C'est vraiment de la haute couture foncière, l'ORE, si c'est bien fait. Et ça rejoint la question effectivement des moyens, parce qu'il faut des gens, des élus, des propriétaires, des associations de protection de l'environnement qui connaissent le foncier et qui ont le temps d'y aller, d'étudier, de discuter, de faire évoluer en conséquence. Mais je pense que vraiment, il ne faut pas opposer cet outil au reste de la réglementation et il n'est pas symptomatique en fait, des problèmes de l'environnement. Justement, je pense que vraiment, c'est un outil qui permet de discuter de l'avenir qu'un propriétaire souhaite donner à son foncier. Je crois, qui veut intervenir en visio? Monsieur Martin, monsieur... Oui, je peux bien. Oui, simplement un mot. J'adhère à 100% à ce que vient de dire Vanessa Curuggi, évidemment. Je préciserai simplement, c'est un outil volontaire dans son principe. On la signe ou on ne la signe pas. Et c'est un outil volontaire dans son contenu, puisqu'on insère dans le contrat les obligations que l'on accepte d'insérer. Et par conséquent, c'est un outil qui est fait pour s'adapter à tous les besoins très divers du terrain, selon que l'on est dans le sud de la France, dans le nord, à l'est ou à l'ouest. Par conséquent, vraiment, l'outil et le caractère contractuel répondent absolument aux remarques qui viennent d'être présentées par Monsieur le Sénateur. Merci. Monsieur le maire, vous voulez intervenir aussi? Non? Non? Bien, s'il n'y a plus d'autres interventions. Pour répondre sur les OLD? Comme vous. Rapport, je dirais, avec les ORE, mais simplement pour dire que
D'abord, les dispositifs sont portés conjointement par les ministères en charge de la forêt et le ministère en charge de la biodiversité. Alors avant, c'était 2 ministères distincts, maintenant c'est le même, mais il y a eu un travail conjoint sur les OLD. L'idée, c'est bien de favoriser les obligations, enfin les débroussaillements pour protéger à la fois la forêt et sa biodiversité et les biens et les personnes, que si on veut étendre les débroussaillements, c'est vrai que si c'est fait sans précaution, on peut faire des ravages sur la biodiversité à tel point que s'il y a un incendie, il n'y aura plus grand-chose à brûler en termes de biodiversité. Donc on a essayé de trouver un juste équilibre, c'est-à-dire favoriser comme c'est nécessaire pour protéger contre les incendies le débroussaillement et avoir des mesures dans la façon dont c'est fait qui permettent de ne pas d'impacter le moins possible les espèces présentes. Il y a un travail, par exemple qui est très fin, qui est fait au parc des Calanques, qui est en bordure de lieux habités. Donc il y a des vrais enjeux. Bon, on arrive à faire des OLD, y compris dans des secteurs qui sont très sensibles du point de vue de la biodiversité, mais qui sont aussi très sensibles du point de vue de l'incendie. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je tiens à remercier nos intervenants, Philippe de Séverac, Gilles Martin, Philippe Rogier et Vanessa Curugi. Merci. Je tiens à remercier également notre collègue Weber, parce qu'effectivement, on peut évoquer le fait que ORE, ce sigle, a l'air un peu technique, mais je crois que derrière cet outil, qui est un outil souple, comme vous l'avez dit, intéressant à double titre, et ce tout particulièrement pour notre Chambre des territoires. Il y a 2 mots qui résonnent particulièrement positivement à mes oreilles, et qui méritent d'être appelés pour clore nos travaux. C'est le mot écologie positive, vous l'avez employé. Notre table ronde de ce matin a le grand mérite de démontrer que le mot écologie ne rime pas nécessairement avec punition ou exclusion. Le mot ascendant, nous l'avons démontré, je pense, dans le cadre de nos débats de l'hiver 2022-2023 sur le projet de loi relatif aux ONR. On ne peut qu'être favorable au dispositif ascendant, dispositifs qui partent de nos territoires et font des acteurs de premier ordre au service des projets qu'ils définissent. Les obligations réelles environnementales en sont une illustration. On ne peut que former le vœu que ce dispositif, encore effectivement peut-être trop confidentiel, se développe et peut-être, soyons optimistes, notre table ronde permettra d'aller dans ce sens. Merci, chers collègues. Merci à vous.